morphologique aussi, sur cela on a des différentes idées. La grammaire catégoriale, regardez, c'est là, les dérivations syntaxiques et sémantiques procèdent en parallèle. Donc, un signe, en la forme lexicale, a une formule, sont vraiment des fonctions comparables aux fonctions mathématiques. On a une fonction sémantique, une fonction syntaxique qui se complète en s'associant à d'autres signes qui deviennent arguments de ces fonctions. On n'a pratiquement pas, ou très peu, de catégories vides. Vous savez qu'une caractéristique de nouveau du modèle chomskien est d'avoir beaucoup de catégories vides, connues comme traces, pro, etc. Donc l'idée de Chomsky est que dans la langue, ce qu'on n'écoute pas est aussi important que ce qu'on écoute. Et donc il postule la présence d'un grand nombre d'éléments vides qui ne sont pas réalisés mais qui sont là pour des raisons structurelles. En principe, la grammaire catégoriale refuse l'idée des catégories vides ou la peut accepter dans des façons très très limitées. Donc on a une sorte de rasoir d'Occam appliqué à les catégories syntaxiques. Puis on n'a pas des concepts de syntagme, ce qu'on appelle phrase en anglais, ou des niveaux donc ça c'est en anglais, niveau explorer, donc c'est pas important parce que c'est une chose très spécifique de la grammaire générative. Et ce qui nous apporte davantage en tant que personne intéressée au traitement informatique des langues, la grammaire catégoriale a bien des soucis pour la calculabilité de la grammaire. Donc une préoccupation constante est si on peut implémenter ce qu'on écrit, quelle est l'implémentation possible. Et en fait, pour les grammaires catégoriales, il existe même des implémentations open source qui marchent. Pour bien marcher à niveau de performance, mais ils sont des applications qui peuvent raisonnablement analyser et générer les langages. Bon, voyons comment la forme plus simple des grammaires catégoriales marche. Il s'appelle habituellement calcul AB, AB calculus. Parce que AB sont les initiales de Heidukiewicz et Bar-Hillel. Et ici, on a deux règles, l'application fonctionnelle. Mais pour vous montrer comment sa règle marche, je vous montre un exemple, c'est plus simple. Bon, je pense à des exemples en anglais. J'utilisais ici Felix, parce que de cette façon, je peux montrer un exemple arabe avec quelqu'un qui s'appelle Saïd. Donc, on a la possibilité de l'équivalence des nombres qui rend plus simple la compréhension. Vous voyez que Felix, dans ce cas, est un syntagme nominal, une forme saturée, donc c'est une catégorie. Parce qu'un nom est une chose indépendante. Le nom n'a besoin de rien pour être complet. Tandis que le verbe est une catégorie dérivée. Parce que le verbe est décrit, comme vous voyez, comme S, slash, à gauche, NP. Ça veut dire, un verbe est quelque chose qui cherche à sa gauche un syntagme nominal et le résultat, c'est une phrase, une sentence. Et au-dessous des NP et des S slash NP, vous voyez les représentations sémantiques. Donc dans ces cas, une représentation simplifiée, Félix c'est F, c'est un nom. La représentation d'arrivée, c'est quel typique dans la logique, c'est-à-dire X tel que X, c'est la représentation même de la théorie des ensembles ou c'est la lambda abstraction qu'on trouve dans des langages tels que les Lisp ou Python ou n'importe quel langage. Prologos. Prolog, oui. C'est né en fait parmi les langages à la fois logique et fonctionnel en fait. Et ici, il faut lire X tel que X arrive. Qu'est-ce que X? X, c'est ce qui serait combiné avec arrived pour former la phrase. Donc on a cette très simple opération qui est la seule que le modèle de Heidukiewicz et Bar-Hillel prévoit, c'est-à-dire on a arrived, que c'est une forme qui cherche un syntagme nominal à sa gauche pour former un constituant. S'il le trouve, il est effacé, littéralement, et il ne reste que les S. Si le verbe est transitif, il a deux
slash, parce que so, il a vu, cherche avant un nom, un syntagme nominal à droite, et c'est l'objet. Il crée une nouvelle forme qui pose l'objet à l'intérieur de la fonction sémantique des voirs. On a encore un élément à chercher à gauche, c'est le sujet. On cherche les sujets, on associe les sujets avec les verbes, et donc dans ce cas Mary est devenue l'objet et Félix les sujets de cette phrase. Donc c'est vraiment une grammaire qui n'a pas de composant grammatical. La seule composant grammatical, la seule chose qui n'est pas dans le lexique est dire si quelque chose a un slash à gauche et tu trouves à gauche cette chose associée, sinon fais les mêmes à droite, c'est tout. Rien de spécifiquement linguistique. Les slash peuvent être même bidirectionnels. Par exemple, si on suppose qu'en suivant Dahlgren, l'arabe égyptienne a une certaine liberté de mettre les sujets avant ou après les verbes, ce qui n'est pas le cas de l'arabe classique ou standard, parce qu'on a une différence syntaxique, bien sûr, à niveau de l'accord verbal, mais raisonnablement aussi une différence pragmatique, parce que ce qui vraisemblablement les grammariens arabes entendent lorsqu'on dit que dans Saïd ou Wasala, Saïd n'est pas le sujet, les files, mais c'est le mubtada. Ils ont, et ça c'est très, très intéressant, ils ont formulé dès le 8e siècle, le 2e siècle de l'Hégire, une idée qui est paragonable, comparable à l'idée moderne des topiques, des fonctions pragmatiques des topiques, parce que c'est le sujet, l'argument duquel on parle. En fait, le mubtada ne doit pas être forcément un sujet. Je peux dire Saïd Wasala, mais aussi Saïd Ra'aytuhu. Donc c'est Saïd au début qui est au nominatif, un mubtada, quelque chose avec laquelle je commence. L'argument que je pose, les thèmes. Un dialecte probablement n'est pas comme ça, mais on peut le discuter. Et dans ces cas, les slash est une barre verticale, n'est pas inclinée, n'est pas à gauche ni à droite. Donc ça veut dire les verbes peuvent chercher les sujets n'importe dans quelle direction. Et il accepte deux possibilités. Donc ici, il faut seulement, bon, seulement c'est un mot un peu simplifiant dans ces cas-là, mais il faut marquer le fait que les verbes peuvent chercher les sujets n'importe dans quelle direction. Bon, maintenant voyons comment on peut écrire une petite grammaire formelle de l'arabe qui implémente justement ce modèle. La première approche est très simple et on pourrait la qualifier de naïve, c'est-à-dire que tous les éléments de l'arabe standard et parlé sont énumérés dans le lexique. On va les voir tout de suite. Et la grammaire analysera et générera toutes les formes théoriquement possibles qui sont à peu près quand même synonymes. Une autre composante, par exemple, le modèle des langages. Qu'est-ce qu'un modèle des langages? Un modèle des langages, language model en anglais. Ça, c'est une chose qui c'est plutôt, je pense, plus familière, qui s'occupe des traitements automatiques des textes, qui n'est pas de la linguistique. C'est essentiellement un modèle qui donne une certaine probabilité à une séquence de mots ou de formes, selon des probabilités qui ont été calculées dans des textes de référence. Donc, ça pourrait établir quelle alternative est plus probable dans les cas où on a plusieurs possibilités. Donc ça c'est la forme naïve, et donc dans ces cas d'Abbas, un verbe qui est marqué comme quelque chose qui cherche une syntaxe prépositionnelle, PPS, prepositional phrase, à droite, qui a la forme lexicale de ala, en syntagme nominal, n'importe dans quelle direction, parce que c'est un mot dialectal, donc on peut avoir les sujets à gauche ou à droite, et le résultat final, c'est en phrase. Du même, B cherche, ça c'est une chose particulière de la grammaire catégorielle, c'est-à-dire que B cherche quelque chose qui est un verbe, c'est-à-dire quelque chose qui n'a encore trouvé son sujet. Donc je mets B, et après, le verbe aura les sujets à chercher.
All'ATI, on demande d'avoir un référent masculin ou féminin singulier, tandis qu'il n'a pas cette demande. Et on pourrait même, pour avoir une analyse plus subtile, on va voir qu'une élève à moi est en train de travailler sur cela, je peux le montrer après. Et l'idée est d'ajouter des traits qui sont des traits qui peuvent être marqués à niveau à la fois de la syntaxe ou de la sémantique, ça dépend de plusieurs choix philosophiques, disons. Et donc, certaines formes sont marquées en tant que comment. Donc, ici, commune. Ici, nous avons une hiérarchie de formes. Une forme peut être marquée en tant que forme commune. Ça marche pour l'arabe standard et pour l'arabe qui n'est pas standard. Certaines formes sont seulement informelles. Formelle veut dire qu'elle peut marcher à la fois en arabe classique et en arabe standard. Donc un mot qu'on peut trouver dans Tabari et aussi dans les journaux. Et informel et ensemble colloquial et dialectal, parce que colloquial en français peut-être on ne dit pas, donc parler et dialectal. Donc on peut être une forme qui est utilisée dans l'arabe parlé qui n'est pas typique d'un particulier dialecte, ce qui Abdel Nasser dans les années on était un chercheur libanais qui avec un mot très jeune a écrit des choses très intéressantes, inclus un dictionnaire qu'il a défini par l'arabe. Donc un dictionnaire qui mettait ensemble les formes d'arabe parlé communes plus ou moins à tous les arabes. Et donc on ajoute, pour rendre la grammaire naïve, ces informations aux formes. Dans ces cas, c'est une possibilité alternative. Ça c'est la description. Et donc on ajoute ces traits. Bien sûr, il faut voir, il faut comprendre comment les traits sont en fait restrictifs ou non, parce que, regardons avant la version moins naïf, ici on dit que par exemple, B génère une forme qui est informelle, Alladi une forme qui est formelle. Allati, il faut informel. Ce qu'il faut comprendre est comment on peut mélanger ces traits. Parce qu'on pourrait dire, si le monde était parfait et simple, on pourrait dire, bon, si un mot informel ne peut pas se mélanger quelque chose qui est informel ou bien commune. Mais ce n'est pas toujours comme ça, c'est un peu compliqué, parce que je peux en fait utiliser un registre où pour plaisanter, pour quelques raisons, insère quelque chose qui est quand même plus formel. Donc il faut un peu réfléchir sur cela. Bon. Et ici, quelques minutes pour rappeler certaines ressources qui existent pour l'arabe, surtout standard, que vous connaissez sans doute. Quelqu'un d'entre vous a même travaillé dans des projets qui utilisent ou qui améliorent certaines de ces structures. Mais c'est intéressant de présenter un peu quelqu'un des outils qu'on peut utiliser et dont on parlera à propos de projets de recherche de mes élèves. Alors, ici, on ne peut pas voir très précisément, c'est un exemple de output de la version arabe du Stanford Parser que j'ai simplement transformé en graphe à travers le GraphViz, c'est un outil de visualisation des graphes très pratique qui donne de bons résultats, même si dans ces cas ce n'est pas parfaitement visible. Et ce qui est intéressant est que je présentais cette analyse en colloque d'Information Retrieval, mais parce que j'avais besoin d'une analyse pour expliquer d'autres choses que je voulais faire, mais je dois avouer que pour obtenir cette analyse, j'ai dû écarter les premières 15 analyses, parce qu'il avait toujours quelques problèmes. Les parts avaient identifié un verbe comme un nom comme verbe, il n'avait pas compris qu'une chose n'était pas coordonnée à l'autre, parce que c'est très difficile d'avoir des bons parsers automatiques, surtout pour l'arabe non vocalisé. Parce que si vous pensez à l'arabe non vocalisé,
c'est très difficile pour un parseur de comprendre. Par exemple, si on a affaire avec alima ou allama, si vous n'écrivez pas les tachdids, la seule façon serait, si vous n'avez pas accès au contenu, si vous n'êtes pas un être humain qui comprend qu'est-ce que la forme veut dire, en principe, il faudrait voir si on a un nom de mafol. Mais c'est difficile de comprendre pour l'ordinateur, c'est ce qui vient après les verbes et les mafol ou les files ou autre chose. C'est très difficile. Donc, dans ces cas, un parseur qui n'a pas assez de connaissances, au moins à niveau d'analyse des syntagmes, mais ça devient une grammaire très compliquée, ne parvient pas de bons résultats. Mais ça existe, on peut l'utiliser. Tous les outils ont des avantages et des problèmes. Il faut comprendre les avantages, les problèmes. On peut comprendre si on peut filtrer les résultats pour les améliorer. On a souvent plusieurs solutions. Puis, on a Aramorph, qui c'est un outil très connu d'analyse de l'arabe qui a été créé il y a quelque temps par Tim Buckwalter, un système que a beaucoup d'avantages, avant tout sa simplicité, beaucoup de problèmes, parce que c'est assez compliqué à maintenir, à changer, à faire marcher avec d'autres informations. Il y a une certaine quantité de bruit dans les sons informatiques, donc des informations qui ne sont pas bonnes ou qui ne sont pas bien codées. Mais quand même, c'est un outil qui est pas exactement open source, mais a été mis à disposition du public, parce que pour certains ans, je crois qu'il était distribué avec la LDC, donc c'était un peu compliqué de l'avoir, mais aujourd'hui on peut l'utiliser. Et l'idée de base est très simple, on va voir différentes analyses qu'il utilise, c'est-à-dire qu'on a 3 tableaux. Un tableau de préfixe, un tableau qui s'appelle stem, et c'est difficile de traduire en français parce que parfois stem traduire en tant que racine, thème radical, mais pour l'arabe ça crée des problèmes, les sons stem et des suffixes. Tout préfixe, stem et suffixe reçoit un lemme, une glosse, une classe morphologique. Tout mot est composé d'une séquence préfixe, stem, suffixe, ou préfixe et ou suffixe peuvent être nuls. Et on a 3 tableaux de compatibilité entre classes des préfixes, stem et suffixes. Donc c'est un système en fait très simple. On n'a que 3 grandes listes et 3 listes de compatibilité. Et nous avons essayé de mettre un peu à jour ces modèles pour nos exigences. En particulier, on a écrit un petit logiciel que, par exemple, dans la version dans la version 1.0 de Arabic WordNet, en particulier les Arabic WordNet Browser, qui c'est un outil en Java un peu lent, il faut dire, que peut faire browser, si on peut le dire en français, la structure des WordNet arabes, et où la composante morphologique c'est pris des aramorphes, donc on peut chercher une forme pour voir s'il existe dans WordNet arabe et dans quelle forme. Et en fait, une décision des auteurs de l'Arabic WordNet Browser a été de ne considérer pas la vocalisation, sur la vocalisation dans les textes, parce que comme il en a affaire à textes qui sont habituellement non vocalisés, il élimine tout droit les vocales, les voyelles dès le début. Tandis que nous avons vu que dans certains types de textes, surtout des textes classiques, mes élèves et moi-même, nous nous occupons souvent des textes classiques, on peut avoir une certaine vocalisation. Donc, si on a aimé de l'utiliser, de faire un match qui peut utiliser quelques
information. Puis nous avons corrigé les racines, parce qu'en fait, Backwalter marque l'information des racines en tant que comment. Donc on a des commands avec point-virgule qui sont marqués qui marquent les débuts de racine, mais la chose est un peu irrégulière, on a des erreurs, donc on l'a corrigé, parce que surtout pour la langue classique, ça a été intéressant pour nous. On a ajouté un certain nombre de morphèmes de l'arabe informel pour aborder des textes qui nous intéressaient. Et on a commencé à marquer dans un septième camp des listes des préfixes, thèmes et suffixes, des formes qui sont marquées comme spécialisées pour un niveau, donc formel, informel, etc., ou un certain genre. Ça, c'est un problème de l'analyseur original, parce qu'il contient par exemple des noms étrangers. Et ici, on prend l'exemple de certains joueurs de tennis chinois qui sont entrés dans les lexiques et qui peuvent donner dans certains cas des ambiguïtés qui ne sont pas là dans certains textes. En particulier, si je dois lire un texte classique, je n'ai pas besoin des mots modernes qui pourraient même créer des problèmes. Ici, on voit quelques résultats dans des textes. Ici, on a avant les Coran al-Karim où on trouve quelque chose qui n'est pas surprenant, que l'analyseur de Backwalter a beaucoup de types, des types de mots qu'il ne connaît pas. Mais pas beaucoup d'occurrences, parce que bien sûr ce sont des mots relativement rares. Mais c'est intéressant que le niveau d'ambiguïté dans les Corans est plus baisse, parce que le Coran est vocalisé bien sûr. Donc dans 60% des cas, l'analyse est unique. Tandis que seulement dans les 27-28% des cas, on a une ambiguïté. Et le deuxième exemple est un conte de l'écrivain syrien Zakaria Tamer, qui s'appelle Shams Saghira. Dans ce cas, les formes qui ne sont pas analysées sont très peu, parce que Zakaria Tamer écrit dans un langage qui n'est pas trop recherché, mais c'est assez classique, donc il a en fait un ensemble, un lexique qui ne va pas au-delà de ce qu'on trouve dans ce qu'il y en a dans Backwalter, mais l'état d'ambiguïté est bien plus haut, presque 2 tiers. Et enfin, on attaque aussi les romans qui en principe en dialecte égyptien, mais qui en fait ont des parties en dialecte égyptien, des parties en arabe standard. De Khalid al-Khamisi, un écrivain de la vague des écrivains qui en est surtout à la vigile de du dit printemps arabe en Égypte à explorer l'écriture en dialecte. Et dans ces cas, on a bien des cas qui, même avec les choses que nous avons ajoutées au lexique, n'est pas reconnu, et un taxe d'ambiguïté un peu plus baisse en fait que dans Zakaria Tamer. Ici, vous pouvez voir les résultats. Bon, bien sûr, on a beaucoup de limites, et ça c'est la dernière partie de cette présentation avant de donner la parole à Elisa Gugliotta. Et quelles sont les limites de l'utilisation directe de Aramorph? Compiler les tableaux est une activité laborieuse et qui peut donner des erreurs. Donc, il serait important d'avoir des formes de précompilation, donc d'insérer les informations de façon plus naturelle et après avoir quelque chose qui transforme ces informations dans la forme exigée par Aramorph. Parce qu'Aramorph, c'est relativement vite, parce qu'il n'a que des tableaux très simples. Mais bien sûr, insérer les informations dans ces tableaux n'est pas si simple pour un être humain. Puis, le fait qu'il faut en principe essayer les segmentations possibles des formes en préfixe, thème et suffixe est assez lent. On peut chercher de réduire aussitôt que possible. C'est là, par exemple, excluant tout de suite une possibilité si on a incompatibilité entre préfixe et thème. Mais même dans ces cas, si la forme est assez longue, si on commence à arriver à 10-11 lettres, on peut perdre beaucoup de temps. Donc il faudrait voir si on a d'autres possibilités. C'est intéressant que j'ai essayé de faire produire en logiciel toutes les combinaisons admises par Backwalter. Ils sont presque 43 millions de mots entre virgules, parce que ce sont toutes les combinaisons de préfixes qui sont souvent des préfixes très complexes, parce qu'il faut avoir des préfixes comme dans ces cas, fal,
devant l'île, c'est un préfixe. Donc on a l'article, les lits devant l'article, les fa devant les lits devant l'article, et puis on peut avoir des suffixes. Donc si on fait toutes les combinaisons admises par Backwalter, ils sont beaucoup. C'est clair qu'en arabe peuvent exister en principe beaucoup de ces formes, mais il faudrait penser s'il ne serait mieux de segmenter les mots avant de l'analyser de quelque autre façon, d'inclure quelque chose. Je pense surtout à deux préfixes génériques comme le wa. On n'a pas raison de faire de longues listes de compatibilité entre wa et les possibles stem, parce que wa peut en principe précéder pratiquement n'importe quelle forme. Donc une telle conjonction pourrait l'ajouter après, pourrait les traiter différemment. Ça, c'est une possibilité. Et puis, le modèle n'est pas sensible au contexte. C'est vrai qu'en arabe, c'est difficile de donner des règles de sensibilité au contexte qui marchent partout, parce qu'on a beaucoup d'ambiguïté surtout dans l'écriture non vocalisée, mais peut-être dans certains cas, on peut sûrement réduire cela. Bon, et donc j'ai conclu cette partie et je donne la parole à Elisa Gouillotte qui va parler en anglais parce qu'elle n'est pas tellement francophone, mais il faut s'habituer au changement des langues, sur la recherche qu'il a menée pour sa mémoire de master et qui maintenant pourrait continuera pour un doctorat. On fait une pause et après une petite pause. Peut-être oui. On peut faire une séance de quelques questions et après on peut bien sûr. Non, une pause. Ah d'accord, donc vous achetez la question de j'ai fait un petit erreur dans les premiers slides de Samar. Oui, c'est le même sujet. Donc, plus ou moins, il a fait un petit peu plus des arabiches tunisiens. Donc, il arrive à Tunisie et donc, ça peut nous montrer qu'on peut commencer pour construire une base de données, des choses comme ça. Je ne sais pas, parce qu'en fait, on a du temps peut-être que solliciter celui-là. Mi sa che l'unica è che informazione io ho visto prima mi si trova una slide dove c'è So, good morning. Sorry because it's missing one slide. So the research we are working on. Can you listen? Okay. So the research we are working on concerns the analysis of a very special writing system of Arabic, which is called Arabish. The most striking feature of Arabish is that it's written in Latin script and also uses arithmogrammics that are number used as letter. As for example, in the same name Arabish, you can find that written with the number 3 instead or beside the letter A, which is for instead of Ain. So the most common labels used to refer to Arabish are Arabish or Arabizi, or other words labeling the words Arabic and English or Inglisi, that is the Arabic word for English. So Arabizi is used to represent modern standard Arabic and also other different dialects which lack spelling convention,
and also differs morphologically and phonetically from modern standard Arabic. So this system grown out for the need to write Arabic in digital formats that do not support Arabic script. And because one electronic devices flooded the Arabic-speaking country, they were not provided with Arabic cables. That for devices such as mobile phone and computers. Despite of the increasing support of Arabic in many platforms, Arabic continued to be popular due to its familiarity and the higher proficiency of users through English keyboard instead of Arabic keyboards. Another important fact is that Arabic took an important political significance during the Arab Spring Revolution because it became a medium for avoiding censorship, and in particular that's true for the Tunisian Revolution because it was a very useful system for waiving an alternative net of information and organization among the population during protests. So one of the first, the first of our choices was to focus our efforts on Tunisian Arabic because the use of technology during the Jasmine Revolution was something exemplary and even though not unique in the Arab world. And that's because the Tunisian government during protests did not extensively manipulate the mobile phone conversation as the Egyptian and Libyan government did. So, so the regulatory regimes and media communication technology co-evolved with protests. And nowadays, the internet in Tunisia is characterized by a very high level of growth in terms of number of internet users, coupled with some of the most restrictive censorship in the world. Nonetheless, the mass demonstration that led to the Jasmine Revolution radically changed the media and communication landscape in Tunisia. So, arriving at the point, we decided to build a corpus, an Arabic corpus, and we took text from the land context. And, for example, from blogs and social networks as Facebook, such as Facebook, and we collected that text and we translated that into Italian language, and also we translated that into from Latin script to Arabic script. The last stage, before the last stage, there was the building of our unique file containing all the text, and we segmented that text, this file, through explicit marks in order to automate combination using Python. And the last step, it was the lemmatization and the part-of-speech tagging. And this stage is still a work in progress due to many difficulties. For example, the researches such as lexicon and morphological analyzers are scarce in dialectal Arabic. Arabic is slang, so that means incomplete sentences, for example. And there is a huge number of out-of-vocabulary words and a very big lack of spelling convention. For example, the same word, tahrir, can be written in a very different way, using the number 7 instead of, besides sometimes the letter H. Here you can have a clear image of the steps from the text in Arabic until the competencies. The steps
entirely the pre-encoding, the encoding through the explicit marks that I will show you in the next slide. And using Python, we are right to obtain tab-separated values. And using Google Sheet, we did annotation until the last step for the concordance using Python.